Ce soir, nous allons discuter des architectures de transport avec M. Gérard Baudet et M. Alain Dufour. Juste un petit instant. Je me suis fait voler ma documentation importante. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Alors, avant de passer la parole à Dino Bombarou, directeur des politiques d'Héritage Montréal, je vais vous présenter nos deux conférenciers. Donc, tout d'abord, Alain Dufour, démontrant un grand intérêt pour l'aménagement, le design et le développement économique, et étant bien connu dans ces secteurs, M. Dufour a été présent ici pour le poste de directeur général délégué dès la création de Mission Design. M. Dufour a œuvré dans différents domaines du développement démocratique et économique au cours des 20 dernières années. Il a participé à plusieurs missions des Nations unies et à certaines missions économiques à l'étranger. Au Québec, il a été directeur design chez Vieillissement Design Montréal et a aussi œuvré à l'Institut de design Montréal et au Salon international du design d'intérieur de Montréal. Il a de plus été directeur de projet à Montréal International, agence de prospection des investissements étrangers à Montréal, où il a joué un rôle déterminant dans la relocalisation à Montréal de l'International Design Alliance, qui regroupe 3 des principales organisations internationales dans le domaine du design. International Council of Societies of Industrial Design, International Council of Graphic Design Associations et International Federation of Interior Architect Designers. M. Dufour est diplômé de la faculté de droit de l'Université de Montréal et a poursuivi des études en droit public et sciences politiques au Maroc. Maintenant, M. Gérard Baudet, qui est diplômé de l'École d'architecture et de l'Institut d'urbanisme de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, urbaniste émérite et professeur titulaire à l'Institut d'urbanisme. Il est chercheur associé à l'Observatoire de la mobilité durable et à l'Observatoire d'Ivanhoe-Cambridge du développement urbain et immobilier. Ses champs d'intérêt et d'enseignement sont l'urbanisme métropolitain, l'histoire de l'urbanisme, la morphologie urbaine, les valorisations patrimoniales, paysagères et touristiques de l'établissement humain. Alors, permettez-moi maintenant de céder la parole à Dino Bombarou d'Héritage Montréal. Merci beaucoup. Merci Amélie, bonsoir. Merci de cette présence qui est un défi à la température, qui est elle-même un défi à la saison, mais enfin, on parlera du temps à la pause vers de l'amitié tantôt. Thank you very much for this participation. Tonight we're going to talk about infrastructure and architecture. Both terms actually rhyme with culture, and in many cases they're disconnected from those concepts. So perhaps through our two presentation and the discussion following them, we could have a little exploration of how we can sort of revive the cultural sense of these transportation infrastructure. On annonce qu'il y a un besoin à Montréal pour à peu près 23 milliards de dollars d'investissement dans le domaine du transport collectif. Ce sont des sommes colossales auxquelles il faut ajouter les argents nécessaires pour la réparation ou l'ajustement du réseau de transport routier, les aéroports et un paquet de choses. Enfin, une chance qu'on n'utilise plus tellement les canaux pour la navigation, le transport, mais dans la facture globale, on se rend compte que les équipements, les infrastructures de transport sont assez impressionnantes, assez intéressantes aussi. Il y a beaucoup d'éléments de notre patrimoine qui y sont associés. Pensons à la gare Windsor qui a été classée monument historique, qui a été l'objet d'une des grandes batailles fondatrices du mouvement contemporain du patrimoine ici. La reconnaissance du canal de la Chine comme le berceau de l'industrialisation, une voie de communication à l'origine. Enfin, ce sont des exemples. Et des éléments plus récents, le patrimoine du métro, qui a fait l'objet depuis plusieurs années à Montréal d'une attention. Il y a 15 ans, en 2014, Héritage Montréal, avec d'autres organismes, notamment Docomomo Québec et les gens de l'UQAM, ont rencontré la Société de transport de la CUM pour leur rappeler que les stations de métro, là, ça ne se traitait pas comme des calvettes d'égout, même si certaines de nos calvettes qu'on voit à Pointe-à-Calière sont assez remarquables au niveau du génie civil. Et c'était un dossier qui émanait, par exemple, des travaux à l'époque à la gare, à la station Place des Arts, où toute la céramique fine d'Italie était arrachée au marteau pneumatique pour la remplacer par de la bonne tuile de salle de bain contemporaine.
Alors donc, cette notion de patrimoine, d'architecture et des transports, c'est un sujet qu'on a choisi parce qu'on trouvait que c'était pertinent et ça couvre une gamme énorme d'opportunités que nos conférenciers vont explorer avec nous. J'ai parlé des canaux. On peut penser aux aéroports. Hein. Qu'est-ce qui reste de l'aéroport 60s, à part les images qu'on peut voir de la piste et 3 portes d'ascenseur à la section des arrivées? Qu'est-ce qu'il y a des aménagements au sol? L'architecture des transports, c'est aussi les aménagements, les ronds-points, tout ça. En Finlande, certaines des banlieues d'Helsinki, par exemple, ont bénéficié d'un aménagement dynamique, c'est-à-dire qu'on a fait les jardins publics. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'André Lenôtre. C'est les jardins classiques à la française, mais à l'époque, on a dit les gens ne se déplacent plus à la vitesse du piéton ou de la calèche. Donc, on va faire des aménagements qui vont être appréciables à l'intérieur du pare-brise d'une voiture, donc à une vitesse X, qui fait que des formes ont l'air un peu étranges en plan, mais elles sont parfaitement intéressantes dans la dynamique du mouvement. C'est une autre de ces relations entre architecture et transport, infrastructure. Puis en dernier lieu, peut-être une petite carte postale. Madame la directrice, j'ai acheté ça tantôt à la boutique du musée. Vous apprécierez cette publicité. Placement média. C'est une carte postale de la station de métro Square Victoria avec son entourage, c'est le terme qui s'applique, d'Hector Guimard, hein, qui a été restauré par collaboration des stations, des sociétés de transport montréalaises et parisiennes. Donc, il y a plusieurs efforts. Peut-être que de se donner un petit cadre d'observation, ce sera utile. Puis, non seulement de faire la documentation de ce patrimoine, mais surtout, la question qu'on a posée à nos conférenciers, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces milliards de dollars qui vont être investis ne vont pas juste augmenter la qualité du service aujourd'hui, mais vont aussi contribuer à constituer un patrimoine dont on sera également les porteurs, parce qu'il va avoir un caractère identitaire, comme c'était, par exemple, le cas du projet du métro à l'origine, ou Expo 67, qui était en bonne partie motivé par cette notion des nouveaux modes de transport. Alors, Alain Dufour, puis Gérardo Baudet. Après ça, on va avoir un échange là-dessus, sur la formule consacrée. Merci, Dino. C'est toujours un défi de passer après Dino et avant Gérard Baudet. Donc, vous savez, la barre est haute. Alors, merci beaucoup à Héritage Montréal et au Musée McCord pour l'organisation et de m'avoir invité. Pour ceux qui... Je sais qu'on est en concurrence. On a 2 choses. On a la tempête de neige ce soir. J'ai une diapositive tout à l'heure pour vous qui est bien appropriée. Puis aussi, il y a une partie du Canadien ce soir. Donc, ceux qui sont sur Twitter, vous pouvez suivre ça sur @DenisCoderre. Je suis sûr qu'ils tweetent pareil. Donc, je voulais vous parler rapidement de Mission Design parce qu'on parle d'infrastructure et tout ça. Donc, c'est quoi Mission Design? C'est né de la consultation de l'industrie. C'est quoi l'industrie du design au Québec? C'est nouveau qu'on parle d'industrie. On parlait de milieu avant. C'est 39 000 emplois quand même au Québec et ça fait qu'on est un des plus grands centres de design au Canada. Et nous, on est un organisme de promotion du design, de l'architecture et de l'urbanisme au Québec. Et c'est appuyé par le gouvernement et le milieu. Donc, on regroupe... on a été créé, puis on regroupe les ordres et associations professionnelles au Québec. Et on a pour mandat de concerter l'industrie, d'intégrer le design dans le secteur public et privé. Puis c'est là où ça rejoint la conférence, parce que dans l'intégration dans le secteur public, on a travaillé énormément, que ce soit avec Infrastructure Québec ou avec différentes municipalités, pour donner des formations, pour expliquer de quoi on parle lorsqu'on parle de design. Et on a aussi comme mandat de faire un positionnement stratégique à l'international. On parle de design, puis je pense que c'est important quand même de dire de quoi on parle, parce que lorsqu'on parle d'infrastructure de transport, on n'urbanise pas une ville où on n'architecturise pas un édifice, on design des villes et des édifices. Je pense que c'est de là le lien de mission design entre toutes les professions. Et je pense que c'est important de voir que, surtout dans les infrastructures, et ça, c'est une définition qui vient du Conseil britannique du design,
de l'architecture et du design sont fusionnés maintenant. Donc, je pense que la première phrase est importante. Ça prend de la volonté politique et c'est souvent ce qui nous manque. On a vu au Québec certaines personnes dire, je vais donner l'exemple de lorsqu'on parlait de Mme Monique Jérôme Forgette, qui est impliquée ici, disait à un moment donné, l'architecture, on a déjà essayé ça. Bon, c'est une culture du stade olympique. C'est ce que dit souvent Lise Bissonnette. On a le syndrome du stade olympique. On dirait qu'il y a avant le stade olympique où on essayait des choses, où, comme disait Dino, on faisait des belles stations de métro, on se préoccupait de créer de la qualité. Puis il y a eu le stade olympique et il y a l'après-stade olympique. Et après le stade olympique, on parle surtout d'infrastructure. C'est là où Gérard Baudet et moi, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. On est obligé de l'utiliser maintenant, mais c'est un mot que je trouve pas beau. Je trouve que c'est un des mots les plus moches, mais il est devenu moche parce qu'on en fait de la mocheté des infrastructures souvent. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on parle de bon design, de qualité, et Dino et moi, Héritage Montréal et moi, on s'entend très bien parce que le bon design d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Et si on ne fait pas de bon design aujourd'hui, on n'a pas de patrimoine demain. Nous, comme organisme de promotion, à un moment donné, j'étais arrivé dans le bureau du PDG d'Infrastructure Québec et il me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Je dis « Bien, écoutez, je pense que c'est important qu'on intègre dans les projets. » Il dit « Oui, il dit justement, j'ai pensé à mettre de la couleur. » Et donc, c'est pour vous dire, après ça, on m'a dit « Oui, on veut bien mettre un pourcentage comme l'intégration de l'art dans les projets publics. » On trouve ça intéressant. Combien ça prendrait pour le design? 1 5 c'est quoi le chiffre? Dites-le moi. Mais c'est pour vous dire comment... C'est pas de la mauvaise volonté toujours, mais c'est souvent beaucoup de l'incompréhension. Alors, on a ce côté-là de dire, on a déjà essayé ça, le design au Québec. Ensuite, il y a une autre chose qui est dans la culture populaire. Au Québec, il y a une expression qui se dit souvent, c'est « ça va faire l'affaire ». Le « ça va faire l'affaire », c'est souvent l'ennemi du bon design et de la qualité dans les projets. Donc, en fait, tout ce qui se fait est designé. Tous nos environnements, tous nos édifices, tous nos aménagements. Et on oublie souvent que c'est le rôle de professionnel, mais quand on se limite à niveler par le bas et à dire ça va faire l'affaire, c'est souvent là où on a des problèmes et on se retrouve avec du mauvais design. Alors, c'est quoi le mauvais design? C'est quoi les risques du mauvais design? Bien, ça fait en sorte qu'on crée des passifs, surtout. Et il y a des coûts sociaux aussi. Il y a des effets à long terme. Je n'ai pas besoin de revenir sur le pont Champlain. Je ne suis pas supposé de trop en parler parce étant sur le comité de révision de la qualité architecturale, on n'est pas supposé de trop en parler, mais le ministre en a dit beaucoup. Il a dit que ça va être un pont à haubans en béton. À partir de là, il faut se demander qu'est-ce qu'on est capable de faire de bien en béton au Québec. Et on a beaucoup de mauvais exemples et de mauvais design et de mauvaise utilisation, mais surtout on manque souvent de capacité de bien faire en béton. On a la culture du béton, mais du mauvais béton dans bien des cas. Alors, c'est du béton qui ne dure pas et ça devient donc du mauvais design. Parce qu'on peut faire du bon design avec du béton, on peut faire de belles choses avec le béton. Mais on se limite souvent au béton pour tous les usages. On l'a vu, les paralumes sur les autoroutes où ça s'effondre sur les voitures, ce n'est pas le bon usage pour le béton. Et on a des matériaux au Québec qui sont beaucoup plus appropriés. Je veux juste citer l'aluminium. Et je ne travaille pas pour le lobby de l'aluminium, mais on pourrait faire beaucoup de choses en aluminium. Mais lorsqu'on veut faire des choses dans d'autres matériaux, on reproduit ce qu'on ferait en béton. Et même des fois, on reproduit en béton ce qu'on ferait dans d'autres matériaux. Donc, il y a souvent un mauvais usage des matériaux et c'est souvent le cas dans les infrastructures de transport. Alors, c'est pourquoi il faut intervenir tôt dans les processus. Et c'est là où, encore une fois, au Québec, on a beaucoup de difficultés. Si on planifie bien au départ, le risque de dépassement de coûts il est beaucoup moins élevé. Et là, ce qu'on voit, c'est que la courbe, lorsqu'on a un projet bien planifié, le risque relié au coût n'est pas élevé. Mais on ne se donne pas le temps de planifier. Il y a un pont qui tombe, il faut le remplacer à tout prix, tout de suite. Et la phase de planification, c'est celle qu'on coupe en premier. Et c'est souvent celle qu'on coupe en général dans les projets d'infrastructure. Il faut faire un CHUM au plus vite. On a assez attendu, le monde est tanné, le monde est malade. Il faut le faire. Mais la période de conception a été bien en bas des standards pour faire de la qualité. Donc, ça affecte, évidemment, pour ceux qui sont avec Héritage Montréal et des gens qui y sont sympathiques comme moi, bien, ça fait que qu'est-ce qu'on aura comme legs? On aura probablement un édifice avec des façades à remplacer d'ici 20 à 25 ans, juste à la fin du consortium en PPP.
comme par hasard, c'est drôle, c'est un peu comme les garanties. Hein? On achète un équipement, une télé, etc. Puis comme par hasard, ça brise 2-3 jours après que la garantie soit terminée. Mais dans les PPP, on n'a aucun bon exemple. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc, les grands enjeux dans les projets publics, c'est l'acceptabilité sociale. Ça, c'est super important. On n'en parle pas souvent. Puis ici, on n'a pas tellement développé ça, mais aux États-Unis, il y a quelque chose qui se développe beaucoup, qui est le design activism et l'activisme par le design, et c'est souvent utilisé pour bloquer des projets. Je vous donne un exemple, une grande tour qui devait se construire à côté de Central Park par un dénommé Trump devait être une des plus grandes. Bien, les citoyens ont pris des parapluies, sont allés dans Central Park, ils ont reproduit l'ombre que ça allait créer dans le parc et le projet finalement n'a pas été adopté. Donc, je pense que c'est quelque chose que si on veut de bonnes infrastructures et de bons projets, je pense qu'il faut qu'on développe, il faut qu'on soit un petit peu plus actif, un petit peu plus militant. Et en ce moment, les infrastructures, c'est tellement moche comme mot qu'il n'y a personne qui s'en préoccupe. Il y a une question de durabilité. L'innovation, la créativité, c'est un enjeu, mais c'est souvent celui qu'on éclipse. Et à la fin, ben, la responsabilité publique, le bien collectif, ça, c'est quelque chose qui est un enjeu dont on se préoccupe de moins en moins. Ça va au gré des élections. Le design, en fait, c'est un processus. C'est pour ça que nous, en Mission Design, on est dans un processus. C'est comment on va faire les choses. Après, on laisse les professionnels le faire. Mais le problème, une autre chose aussi qu'on a, c'est que l'infrastructure qui éclipse souvent la qualité, l'architecture et le design, c'est vu comme une finalité, c'est devenu un qualificatif. Et ça, ça n'existe pas, une salle de bain design. C'est une salle de bain dont on a utilisé un processus de design pour arriver à un résultat, mais ce n'est pas un résultat, le design. Ce n'est pas en mettant un peu de couleur qu'à la fin, on a quelque chose qui a été réfléchi. Et dans les projets publics, les objectifs du design sont généralement des projets qui doivent donc être adaptés à leur contexte, appropriés aux usages, qu'on doit pouvoir entretenir facilement et qui doivent être durables. Ça, normalement, c'est ça les critères pour un bon projet. Généralement, ici, on essaie de l'adapter à son contexte lorsque possible. Et le contexte, on le définit un peu comme on veut. Et après ça, les usages, on se préoccupe de ça, mais vous allez voir que la superficie totale du futur CHUM ne sera pas suffisante. Et après ça, sur l'entretien, bien évidemment, on y va sur ce qui coûte le moins à court terme parce qu'on réalise encore en PPP. Par contre, les projets peuvent aider, et ça, je pense que ça devrait être une sensibilité au Parti québécois, qui était encore au pouvoir, en tout cas pour le moment, c'est que ça peut permettre une identification. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que tous les produits sont de plus en plus... avec la mondialisation, l'identité, on se reconnaît par nos édifices, nos façons de faire, nos objets de tous les jours. Bien, tout ça est en train tranquillement de devenir international, et y compris les projets qu'on réalise qui sont d'une banalité, qui font en sorte qu'on n'arrive plus vraiment à s'identifier à nos... On manque ce sentiment de fierté lorsqu'on ne fait pas bien les projets. Et comme on est un soir de tempête, j'ai voulu vous amener quelques photos pour parler de... C'est moins lourd, hein, à 6 heures et que le soir, un soir de tempête. On va regarder quelques photos. Bien, ça, c'est un exemple d'erreur. Hein, lorsqu'on voit, lorsqu'on ne tient pas compte de tout ce que ça prend pour faire un bon design, bien, on regarde une solution pour un seul besoin. Dans ce cas-ci, c'était l'autoroute des Caries. Il fallait que ça aille plus vite. Il fallait relier ça au système métropolitain. Donc, on en a fait une enclave. On a un pont qui ne dure pas. On en a parlé, qui était très beau pourtant à l'époque. Je veux dire, c'était quand même un pont réalisé très rapidement. Le béton paraissait bien, mais vous savez, quand je dis qu'on a de la difficulté avec le béton, je ne suis pas sûr que ça va s'améliorer avec le prochain pont en béton. On a à Québec, ceux qui connaissent, la rue Saint-Paul, on a réussi quelque chose de bien. Ça, il y en a qui vont se souvenir de Honoré Mercier. On a eu une belle intervention. Et ça contribue aussi à transformer des espaces
oubliés, des espaces où on passait rapidement, des stationnements, la qualité en design, en architecture, c'est ça que ça peut donner aussi. Ici, on peut réparer des erreurs du passé. Puis ça, c'est la même chose sur la question des coûts. Lorsqu'on regarde la caisse de dépôt, on a voulu faire beaucoup de choses avec. Il y a eu des dépassements de coûts, oui, parce qu'il y a eu des changements dans la réalisation. Et on a fait passer ça sur la faute aux architectes, un peu comme le stade olympique. Et à la fin, on dit que ça coûte trop cher de faire ces projets-là. On connaît cette magnifique autoroute urbaine, bien remplacée. La Bibliothèque nationale, qui est un concours, parce que je pense que lorsqu'on parle d'infrastructure, il faut aussi se poser des questions sur les modes d'attribution des projets. Et dans les projets, il y a différentes façons de le faire. Il y a le mode conventionnel, il y a le concours et il y a le PPP. Hein. C'est pas mal les trois qui sont utilisés. Dans le cadre d'un concours, c'est clair que ça peut contribuer à créer de la valeur. Ça crée de la valeur pour la population. Par contre, ce n'est pas une solution pour tous les projets. Parce que les designers, les architectes qui participent à des concours sont souvent pas rémunérés ou mal rémunérés. Et donc, les concours à tout prix pour tous les projets publics constituent des facteurs d'appauvrissement des professionnels. Et à la fin, ce que ça fait, c'est que les meilleurs bureaux, ceux qui pourraient nous livrer de beaux et de bons édifices, participent plus au concours. Et donc, ça fait qu'on se prive souvent des meilleurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que le but d'un projet public, c'est le meilleur projet pour les citoyens au meilleur prix. Ce n'est pas le meilleur concours. Je pense que c'est important. La Grande Bibliothèque était un concours, je pense, exemplaire. La promenade Samuel de Champlain, c'est une expérience intéressante d'infrastructure urbaine. Et là, il y a la phase 3 maintenant qui se prépare. Quand vous allez, que vous soyez piéton ou en voiture ou en vélo, ou que vous faites de la course à pied, il y a une expérience d'infrastructure extrêmement intéressante du côté de la promenade Samuel de Champlain. Et je pense que ça, c'est un exemple de bon design aussi. Oups. Et je voulais vous présenter mon ami Jersey. Pour moi, c'est lui le symbole de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est lui. OK? Actuellement. Parce que Jersey, c'est quelque chose qui a été développé aux États-Unis principalement. Et ça a été développé, bon, on va dire pour la sécurité, mais ça a été développé surtout dans le contexte du camionnage. C'est des rampes de sécurité, des barrières de sécurité. Et ceux-là sont selon la norme PL2. PL2, c'est pour poids lourd 2, hein, par exemple. Mais là, de la prochaine norme, la PL3, va faire que de 80 cm, on va passer à minimum 1,15 m. Donc, l'expérience de conduite va changer. On va de plus en plus pouvoir aller plus vite, de façon plus sécuritaire, et les routes vont devenir de plus en plus ennuyantes, le paysage va disparaître, et donc on va aller du point A au point B grâce à Jersey. Mais Jersey, il y a des problèmes ici. On y a même fait un panneau. Jersey, ici, c'est l'accumulation de neige qui devient des rampes de lancement. Et ça implique un déneigement spécial sur les infrastructures qui a un coût d'entretien important. Et donc, Jersey représente aussi danger. Mais surtout, il dénature toutes les infrastructures. C'est ça qui rend les infrastructures plates. Je vais vous donner l'exemple. Ceux qui connaissent le pont Charles de Gaulle. Le pont Charles de Gaulle, c'est une horreur. J'ai écrit à la famille, à la succession de Charles de Gaulle pour dire qu'il devait demander à la Société d'hyponymie du Québec d'enlever le nom de Charles de Gaulle de ce pont. C'est le pont qui est au bout de l'île, entre Pentigny et Montréal. C'est devenu une infrastructure de Jersey. On ne voit rien sur ce pont, on ne voit même plus l'eau. Et ma crainte, c'est que tous les ponts vont devenir comme ça. Toutes les infrastructures vont devenir comme ça. Et en ce moment, quand même, on voit encore le ciel. Mais peut-être qu'avec la nouvelle norme, on ne verra plus grand-chose. Et on va couper les vues et on rend les infrastructures extrêmement banales. Je pense que c'est juste ça illustre ce que je pense du mot infrastructure dans les routes. Mais heureusement, dans les infrastructures, il y a autre chose. Le métro de Montréal, son nouveau métro, est quand même intéressant.
L'ancien métro était une œuvre de Jacques Guillon incroyable. Je pense que il a fait son temps, comme on dit, mais je pense que c'était, à l'époque, c'était quelque chose d'intéressant. Le nouveau métro est intéressant, mais peut-être moins spectaculaire que l'était l'ancien. Mais ceci dit, où les infrastructures peuvent devenir intéressantes, c'est que ça permet des fois aux politiciens d'être dans photo. Et ça, ils adorent ça. Donc, on peut, les mains sur le volant, mais pas tout à fait, parce que Pauline a lâché le volant, là. Mais donc, c'est ce qui fait qu'il faut profiter des inaugurations pour sensibiliser les politiciens au bon design, à la bonne architecture. La preuve que ça marche, ils ont inauguré 5 fois l'autoroute 30. Donc, en résumé, parce que j'aimerais ça qu'on continue, on va continuer après avec la discussion, mais pour nous, le design, c'est des disciplines. C'est une démarche créative c'est une démarche qui vit avec les contraintes, qui se développe grâce aux contraintes, qui s'inscrit dans un contexte et qui, normalement, devrait contribuer à enrichir notre société et pas l'appauvrir comme c'est malheureusement trop le cas en ce moment. Merci. Merci. Merci Alain de nous avoir présenté ton ami Jersey et ces magnifiques paysages. En passant, c'est aussi l'anniversaire de Jack Kerouac. Alors, parlant de l'expérience de la route, là, on sait, et il n'y a pas juste Compostelle qui a généré des récits. Peut-être qu'on pourrait imaginer des récits métropolitains à l'échelle des modes de transport. Gérard, sur un autre ton, sans doute. Mais en partie. En partie. Donc, merci de vous être déplacé. Donc, je vais, en fait, m'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit, en essayant de répondre à cette question ou en vous demandant de m'accompagner dans un petit parcours qui va nous permettre comment on répond à cette question-là et comment on devrait y répondre. Bon, là, le bidule, là, je le tenais du papa-bar. Bon, pour commencer, la feuille de route d'approbation de tout bon projet d'infrastructure au Québec, tant par les municipalités que par les ministères. Donc, il faut vérifier, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que c'est économique et est-ce que c'est durable. On aimerait bien aussi qu'on se pose la question, est-ce que c'est beau? Mais en règle générale, les gens qui approuvent les projets se préoccupent très peu de cette chose-là et vont tout simplement nous dire, quand on les interpelle, pourquoi est-ce qu'on s'occuperait de cette dimension-là? Si ça fait l'affaire, si ça marche, si ça fonctionne, c'est tout ce qu'on demande à la chose. Si on était riche, évidemment, le discours de création de la richesse, si on était riche, on pourrait peut-être se permettre d'ajouter la catégorie du beau, mais dans la situation actuelle, contentons-nous d'avoir des choses qui fonctionnent et qui durent. Et c'est assez étonnant quand on regarde l'image que j'ai trouvée tout à fait par hasard d'un ancien portique de péage du réseau autoroutier montréalais où on avait une injonction « embellissons la ville » et pour répondre à l'injonction, on nous disait « utilisons les sacs à rébus ». Ici, je vous mets en garde, ce qui est drôle, c'est à gauche, c'est pas ce qui est à droite. Ce qui est à droite, c'est malheureusement, dans le sillage de l'argument massu qu'on nous sert depuis des années sur la nécessité de faire vite parce que les choses vont tomber et qu'il faut précéder la chute des choses. Donc, cet argument massu de l'urgence qui permet de dire n'importe quoi. Et dans ce cas-là, c'est particulièrement préoccupant parce que c'est l'ancien président de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Un ordre qui est particulièrement dans la tumulte depuis un certain nombre de mois et qui a eu le culot de venir nous dire que dans le cas du pont Champlain, on n'avait pas vraiment le temps de prendre le temps de faire ça beau. Il faut se dépêcher, il faut le faire vite, il faut que ça tienne, il faut que ça soit efficace, mais le beau, on repasse ça. J'ai juste un souhait. C'est que s'il est élu, parce qu'il est candidat péquiste, j'espère qu'il ne sera pas ministre des Affaires municipales et du Transport. Un bel exemple de cette injonction de l'urgence pour nous passer tout et rien, c'est l'échangeur Turco. L'échangeur Turco est une belle manifestation d'une culture de l'infrastructure complètement embourbée dans une vision passéiste. En fait, on fait l'échangeur Turco
comme on a fait l'échangeur de l'A40, 440 A25 à Laval, complètement over-design d'ailleurs en termes de dimensionnement. L'autoroute, l'échangeur de l'autoroute 10 et de l'autoroute 30, qui a donné son nom à un immense complexe commercial, et plus récemment, celui qui est en cours de construction de l'A15 et de l'A640. C'est-à-dire, c'est de l'ingénierie de race campagne, des infrastructures que les gens vont traverser sans s'y intéresser, sans s'intéresser non plus à ce qu'on va traverser en les franchissant. Et on transpose tout simplement, en plein cœur d'une métropole, exactement cette philosophie-là, la philosophie des années 1950. Évidemment, la critique s'est faite virulente et les gens du ministère des Transports ont réagi et se sont dit, ben, ils veulent du beau, on va leur en faire du beau. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait disparaître l'échangeur. Il n'y en a plus d'échangeurs. Il n'y a plus de problème de design, il n'y a plus d'échangeurs. On le camoufle. Et d'ailleurs, il y a un célèbre architecte paysagiste français qui disait que dans la modernité, ça a été le statut malheureux des paysagistes. Ce sont les ambulanciers des catastrophes de la modernité. C'est-à-dire, quand c'est plus beau, quand c'est plus regardable, quand c'est tout croche, on appelle les paysagistes, on vous végétalise ça et on règle le problème. Évidemment, c'est pas passé inaperçu et, entre autres, Le Devoir, Stéphane Baillargeon, s'est fait un malin plaisir de nous dire on fait rire de nous autres. Carrément, là, il y a des gens à Québec qui se foutent de notre gueule. C'est un projet qui n'a aucun bon sens. C'est du camouflage. C'est même pas du camouflage réussi. C'est pas du design, mais surtout pas du design. Ils ont demandé à quelqu'un qui était capable de manipuler un ordinateur avec beaucoup d'encre verte. Puis on a dit, camoufle-nous l'échangeur. Il faut que ça disparaisse. Il faut qu'on fasse taire la critique. L'échangeur ne sera pas plus design, il ne sera pas plus intéressant, il va être aussi passéiste, il va être aussi ancré dans une vision des années 50 de ce que sont les infrastructures de transport, mais on va nous faire croire qu'on est moderne parce qu'il y aura quelques câbles de haut-banc qu'on pourra probablement couper sans que rien tombe, comme dans le pont qui mène aux îles, où on a coupé les hauts-bancs à un moment donné, puis il n'y a rien qui est tombé, mais on aura acheté la paix entre-temps. Évidemment, tout ça est un héritage d'un âge d'or. Un âge d'or du fonctionnalisme et de l'utilitarisme sans état d'âme. La planète a été couverte de ces grandes infrastructures. C'est des dizaines de milliers de kilomètres d'autoroutes qui ont été construites entre les centres urbains. Les États-Unis ont donné le ton avec Eisenhower dans les années 1950. À l'époque, c'était entre autres pour être capable de déplacer les armées et les missiles rapidement en cas d'attaque nucléaire. On a défoncé les quartiers urbains parce qu'il fallait aussi vider les villes de leur population en cas d'attaque nucléaire. Et d'ailleurs, le projet de loi adopté pour lancer ce projet autoroutier était spécifiquement arrimé à cette idée de statut militaire du réseau autoroutier. Et on a fait la même chose partout, évidemment avec des effets catastrophiques. Et aujourd'hui, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est en train d'en démolir des centaines de kilomètres, particulièrement dans les villes. Mais il y a aussi des grands échangeurs au pourtour des centralités urbaines qui sont en train de sauter. Birmingham, par exemple, en Angleterre, a fait un travail énorme. Si on pense que notre échangeur Parc-Pain était encombrant, c'est rien par rapport à ce qu'eux autres avaient fait dans les années 60. Et on est en train de liquider cet héritage-là. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on le liquide 5 ou 6 décennies maximum après les avoir réalisés. Et ce qui est préoccupant, c'est que malgré tout, les gens qui les ont conçus et ceux qui leur succèdent continuent à carburer à cette culture de l'ingénierie. Il est extrêmement difficile, et ça, c'est une des choses qui fascinait Jane Jacobs, qui se posait toujours la question, comment se fait-il que la réalité vient complètement dénoncer de manière continue cette culture et qu'on continue à former des gens en fonction de cette culture-là. Et effectivement, c'est assez fascinant de voir cette incapacité à prendre acte de la critique. Et une critique, quand on se met à démolir et à dynamiter les infrastructures, qui n'est pas légère. Ce n'est pas de la critique de surface, c'est vraiment des décisions qui sont lourdes de conséquences, qui sont prises dans ce contexte-là. Et pourtant, tout le temps, dans toute l'histoire, on a su faire des équipements infrastructurels qui étaient des œuvres d'art. Ici, vous en avez un certain nombre de différentes époques. On aurait pu évidemment avoir des douzaines et des douzaines d'acétates avec des exemples de toutes les tailles, de toutes les dimensions, de tous les matériaux. Mais il y avait un savoir-faire. C'est-à-dire que ouvrage d'art, ça voulait dire quelque chose. Ça signifiait qu'il y avait une dimension qui était esthétique dans ces réalisations-là, qui était bien assumée dès le départ. C'est pas de la couverture, c'est pas du cover-up, c'est pas des ajouts, c'est pas de la peinture après coup, c'est assumé pleinement dans le design lui-même, dans le choix des matériaux, dans le choix de la composition, et aussi,
parce que ça, c'est une dimension qui ressort beaucoup dans le cas de l'échangeur Turcot, dans la compréhension du lieu d'insertion de l'infrastructure. Parce que ça, c'est une dimension qu'on oublie trop souvent, que ces infrastructures-là, elles prennent place en quelque part et que le quelque part devrait avoir son mot à dire dans la capacité d'accueil de cette infrastructure-là. Quelques exemples. Eugène Hénard, qui est un urbaniste français, s'est beaucoup intéressé à la circulation automobile. Il est le co-inventeur du bouclage circulatoire là, de ces grands équipements qui se sont multipliés en France tout au long du 20e siècle. Parallèlement à ce souci très technique de la capacité de ces équipements-là de bien supporter une circulation, il avait un souci de l'esthétique. Il s'est de manière continue intéressé à la manière dont on devait transformer la construction des cadres bâtis pour les harmoniser, en fait, avec les nouveaux équipements de transport. Pour lui, il ne s'agissait pas juste de déployer un équipement de transport dans un espace, il s'agissait de co-concevoir l'équipement de transport et l'espace qui le recevait, ou l'espace qui devait être transformé pour accueillir un équipement d'une nouvelle dimension ou d'une nouvelle génération. Autre exemple, Robert Maillard, qui, à l'époque où il a beaucoup construit, était passablement méconnu. C'est, avec Auguste Perret, probablement un de ceux qui ont le plus fait pour développer une culture du béton en Europe, évidemment avec quelques Italiens dans le décor également, qui ont un doigté assez exceptionnel de ce point de vue-là. Mais il a fait des ouvrages qui existent encore aujourd'hui, des ouvrages qui ont plusieurs décennies. Certains ont eu des petits problèmes techniques parce qu'il était vraiment un des premiers à utiliser le béton selon des modalités qui étaient totalement inconnues à l'époque. Donc, il y avait un côté un peu aventurier, mais il ne reste pas moins que c'était des œuvres superbes. Et les gens qui analysent ces œuvres nous disent le premier petit pont qu'il a fait sur un petit cours d'eau contenait en germe toute sa production. Et déjà à ce moment-là, il avait bien assumé le fait qu'une œuvre bien réussie, c'est une œuvre qui doit être aussi belle. Pas belle après coup, pas belle par ajout, belle dans sa conception même, belle dans son essence même. Autre exemple, Norman Bel Geddes, un designer états-unien, quelqu'un qui venait du domaine du théâtre au départ, qui a été absolument fasciné par l'automobile, qui avait eu un mandat d'ailleurs de la compagnie Shell en 1937 pour vendre la culture de l'automobile aux États-Unis, qui était déjà passablement bien vendue, et qui a développé une passion pour l'urbanisme, pour la ville, et a su intégrer complètement toutes les échelles de la conception, de l'objet, c'est-à-dire de l'automobile, jusqu'à la métropole d'échelle de New York, parce que ce qu'il va nous proposer, c'est vraiment une vision de New York. Et en 1939, GM lui donne la responsabilité de la conception du pavillon Futurama de l'exposition internationale de 1939, qui se tient juste avant le déclenchement de la guerre. Une idée qui avait été lancée par Robert Moses, qui va être le grand urbaniste, ingénieur de transformation de la ville de New York. Et il va proposer une vision de ce que seraient les grandes métropoles dans les années 60. On peut évidemment avoir des réserves sur le résultat, mais en revanche, il y avait vraiment une pensée synthétique où toutes les dimensions étaient intégrées. Il y avait une conception extrêmement rigoureuse de chacune des composantes de ces systèmes d'une complexité absolument invraisemblable. Et ce qui est fascinant, c'est de réaliser qu'en 1939, il avait vu juste. Évidemment, ce qu'on a fait avec ces idées, c'est autre chose. On a fait beaucoup de gâchis, mais dans cette intégration conceptuelle, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. L'exemple du métro de Montréal est aussi fascinant de ce point de vue-là. Ce que vous avez à droite, c'est une coupe d'une station de métro du métro parisien. Le concept montréalais est une adaptation du concept parisien. Ce qui est intéressant, c'est que ça résume ce qu'est une station de métro. Or, sur les images, on voit qu'une station de métro, ça peut être beaucoup plus que ça. Et le beaucoup plus que ça, c'est pas ça avec la couleur, c'est pas ça avec quelques petits placages, c'est pas ça avec une statue dans une niche en quelque part, c'est une station qui est conçue comme une station. C'est-à-dire qu'on a voulu que nos stations de métro soient autre chose qu'une voûte avec un quai. Et ça a donné, évidemment, un réseau de stations assez extraordinaire, assez remarquable, qui vieillit passablement bien. Il y a quelques ratés, mais dans l'ensemble, ça vieillit passablement bien. Et ça illustre bien, justement, ce qu'est le design. C'est-à-dire d'aller au-delà de la fonctionnalité, pas par ajout, mais par intégration.
Évidemment, on pourrait attribuer la faute de ce gâchis monumental dans le domaine des infrastructures à tout le débat qui a eu cours tout au long du 20e siècle sur le rapport entre la forme et la fonction, sur ce qui devait être premier dans ce rapport-là, sur le dépouillement de l'œuvre architecturale. Certains sont allés très loin, on pense à Miss Van der Rohe. Frank Lloyd Wright également était très critique par rapport à l'architecture fin 19e, début 20e siècle. Donc, beaucoup de ces gens-là ont appelé à de nombreuses reprises une architecture dépouillée, une architecture sobre, une architecture qui répondait bien à la fonction. Mais en même temps, il y avait derrière cet appel-là un talent. Il y avait une capacité, justement, de rendre les choses fonctionnelles belles en même temps. Et pas par ajout. Quoiqu'à l'occasion, il y avait des petits ajustements. Mais pour l'essentiel, c'est que la dimension esthétique était assumée de plein pied directement dans le processus de création, dans le processus de design, et non pas après coup pour essayer d'améliorer les choses. Évidemment, ça a été souvent mal interprété. Ça a donné des résultats qui ont été parfois absolument catastrophiques, ce qui fait qu'il y a eu des backlash, ce qui fait qu'il y a eu des critiques très sévères de gens qui ont revendiqué la possibilité de revenir à des modalités de conception qui en ajoutaient et qui jouaient davantage sur l'esthétique, parfois de manière très gratuite. Mais ce n'est pas la critique de ce qui se faisait au 19e siècle qui a engendré ce qu'on a connu, c'est la mauvaise interprétation et c'est évidemment l'absence de talent. Un petit exemple que j'aime beaucoup, et qui revient un peu à ce que Frédéric Metz nous enseigne dans son ouvrage sur le design, c'est le barrage déversoir de l'île des Moulins à Terrebonne. C'est un barrage déversoir qui a dû être construit après que le barrage d'origine ait été sévèrement abîmé. Et on a eu l'idée à ce moment-là de dire, bien, si on en profitait pour faire une passerelle pour relier l'île Saint-Jean et le vieux Terrebonne. Et on en a fait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que la traversée au-dessus du barrage déversoir est une expérience très agréable. Parce qu'on a su, par le design, créer une plus-value. On ne fait pas juste passer au-dessus de la rivière, on passe au-dessus d'un aménagement, d'un tronçon de la rivière des Mille-Îles à cet endroit-là. La manière dont on a courbé la partie aval du déversoir, la manière dont on a fait alterner les remontées et les descentes, ça crée un jeu d'eau en toute saison absolument extraordinaire. Et la passerelle au-dessus de tout ça est très, très légère. Ce qui fait qu'il y a vraiment une expérience du déplacement qui est favorisée par l'infrastructure. C'est-à-dire que l'infrastructure, elle n'est pas neutre, elle participe de l'expérience, elle co-construit l'expérience en permettant justement d'aménager un segment de la rivière des Mille-Îles. Un autre exemple assez extraordinaire, c'est le pont Arthur-Bergeron sur la rivière Métis, dont les Jardins de Métis vont hériter prochainement parce que le ministère des Transports veut le remplacer par un nouveau pont de capacité portante supérieure. Et plutôt que de le démolir, apparemment, on l'offre à la municipalité et il pourrait faire partie prenante des lieux du Jardin de Métis. La question qu'on doit se poser actuellement, c'est comment allons-nous doubler ce pont-là? Je pense qu'on devrait avoir des inquiétudes. J'ai bien peur que Jersey va faire son apparition dans le décor et que ça va rendre ça un petit peu moche. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir la définition que donne John Dewey, qui est un grand philosophe américain du courant du pragmatisme en philosophie, qui est en train d'être redécouvert, notamment dans la francophonie, parce qu'il y a de nombreuses traductions qui sont produites présentement, et qui nous dit « L'esthétique ne s'ajoute pas à l'expérience de l'extérieur, que ce soit sous forme de luxe oisif ou d'idéalité transcendante, mais consiste en un développement clair et appuyé de traits qui appartiennent à toute expérience normalement complète. » Et ce qui est intéressant de cette définition-là, c'est qu'elle vaut aussi bien pour l'appréciation de l'esthétique que pour la production en termes de design qui assume bien la dimension esthétique. Et donc, je trouvais que cette définition-là, elle rendait justice aux deux côtés de la médaille, c'est-à-dire la capacité d'apprécier les choses comme une totalité et la capacité de produire les choses comme une totalité. Peut-être, compte tenu de la critique qui a lieu au Québec depuis quelques années, y aurait-il lieu de revoir nos façons de faire? Et c'est intéressant ce qui vient de se produire en Europe. C'est un document qui vient d'être adopté, c'est tout récent, par le Conseil de l'Europe, où on a réalisé que les documents d'appel d'offres, basés essentiellement sur des critères quantitatifs, donnaient des résultats qui étaient passablement décevants et passablement moches. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va modifier les documents d'appel d'offres pour rendre les procédures plus souples
et pour permettre à ceux qui demandent, qui passent des commandes, de mieux porter la dimension qualitative des projets. Et donc, je pense que ça rend bien compte des conséquences de la dérive à laquelle on a assisté depuis 3-4 décennies, où le quantitatif a pris le dessus sur tout le reste, où pour des motifs bêtement économiques, on a sapé, on a bazardé les dimensions plus esthétiques, les dimensions plus design, j'aimerais mieux dire même plus design que strictement esthétique. Et il y a une espèce de retour du balancier où on se rend compte effectivement qu'on a beaucoup perdu au change par cette façon d'aborder les projets. Et on le voit bien quand on se donne la peine de mettre au placard l'argumentaire qui porte encore la culture de l'infrastructure et qu'on se donne la peine de penser ces équipements-là autrement que selon une logique d'ingénieur, bien, ça nous donne ce qu'on a eu à l'échangeur Parc-Pain, ça nous donne ce qu'on était en train de produire à la place de l'échangeur P9 et Henri Bourassa, c'est-à-dire des aménagements urbains. Des aménagements qui assument bien leur site, qui assument bien leur inscription dans un milieu, mais en même temps qui fonctionnent. Et c'est ça qui est fascinant, parce que les ingénieurs vont se tuer à vous dire que ça ne peut pas marcher, ces choses-là. C'est pas efficace. C'est pas de même qu'on fait des bonnes infrastructures. Et pourtant, ça fonctionne, et au surplus, c'est agréable. Et je finirai là-dessus, entre autres avec cette image en haut pour faire plaisir à mon ami Jean Descaries de sa monumentale colonne de support d'un nouvel échangeur Turco, avec cette référence à ce qui vient d'être adopté. D'abord, à l'automne, vous vous rappelez que les journaux ont déterré cette histoire du gouvernement du Québec qui s'apprêtait à permettre au ministère des Transports d'envoyer paître toutes les municipalités quand on a le temps d'intervenir sur les territoires municipaux pour construire ou remettre en état les grandes infrastructures. On nous a dit que c'est une erreur d'un fonctionnaire, mais quand on connaît ce ministère, on sait très bien que c'est surtout pas une erreur d'un fonctionnaire, c'est quelque chose qui découle justement de l'emmerdement qui s'est produit suite à des opérations comme Turco, et le ministère voulait mettre fin à ces capacités de résistance des citoyens. Mais ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que le gouvernement du Québec vient d'annoncer, il y a quelques jours à peine, qu'ils vont financer 8 nouvelles chaires de recherche sur la langue, l'identité et l'histoire nationale. Et les 6 premières chaires sont déjà annoncées. On demande déjà des propositions des universitaires, portent essentiellement sur la langue française et sur l'histoire. Pour le gouvernement du Québec, l'identité québécoise, c'est l'histoire nationalisante et la langue française, point à la ligne. Le territoire, l'établissement humain, le pays, la géographie, le paysage, c'est le dernier souci des gouvernements à Québec, et ça depuis des décennies. Et je pense que si on veut avoir du bon design, il faut d'abord et avant tout qu'on ait la fierté du pays pour le faire beau, et non pas juste se rabattre sur la langue et sur l'histoire nationalisante. Merci. Merci, Gérard. C'est vrai que quand on va à l'Assemblée nationale, dans la moderne Stade à Coné, eh bien, on se retrouve facilement devant le portail où c'est écrit « Je me souviens ». Ça rappelle beaucoup la vénération pour l'histoire. Mais des fois, on oublie que l'histoire sans géographie et sans société, ben, qu'est-ce que c'est? Et au croisement des trois, on a l'architecture aussi. On a beaucoup de choses qui se passent au croisement de l'histoire, de la géographie et des sociétés. Et c'est peut-être une question qu'on pourrait se poser. Je me souviens, ça nous aide de savoir de quand on vient, mais la géographie, ce dont tu parles, ça nous aide aussi à réfléchir vers où on se veut, tu sais. Et mais on pourrait faire un échange urbain sur les questions nationales, un autre tantôt, mais c'est vrai que ce qu'on pourrait peut-être... moi, je retiens de ça, de vos deux présentations, notamment des éléments qui me rappellent la notion d'ouvrage d'art. Et c'est un mot, parlant de français, là, il y a quand même des très beaux mots dans la langue française qui mériteraient d'être désignés. C'est vrai qu'Alain nous a rappelé que le mot infrastructure peut être tellement... ambigu, enfin banal, qu'il ne donne pas le défi. La notion d'ouvrage d'art, des fois, si on parle de pont plutôt que d'infrastructure, ça pose la question du défi d'enjamber, de relier des choses comme ça. Vous savez, les billets de banque en Europe portent deux figures emblématiques, les portes et les ponts. C'est les billets d'euros, c'est ça qu'il y a. D'un côté, c'est un pont, de l'autre côté, c'est une ouverture encadrée qui est une vue vers l'avenir.
L'autre chose qui est intéressante, c'est peut-être la notion de bonne conscience. On n'en a pas tellement parlé, mais vous connaissez sans doute la côte Sainte-Catherine, qui n'est pas loin d'ici. Il y a quelques années, on a fait passer une piste cyclable, la bonne conscience, et on l'a fait avec très peu de considération pour la géographie, qui aurait demandé simplement des ajustements pour que ce ne soit pas un ouvrage de type US Army, Corps of Engineers, mais plutôt un ouvrage qui reconnaisse que la côte Sainte-Catherine, c'est un tracé très ancien, c'est dans une géographie particulière. Alors, la bonne conscience est le dernier élément peut-être qui serait intéressant de lancer, puis je voudrais peut-être lancer là-dessus, juste avant que Jean Descaries me dise que je parle trop. C'est la notion du qui réalise ces choses. On a beaucoup parlé des acteurs, tout ça, la communauté, mais en fait, c'est le gouvernement. Depuis le temps des Romains, des empires, vous savez, l'empire de Chine a été formé parce que l'empereur a décidé que la largeur des essieux serait d'un type, puis ça a unifié l'empire au complet. En même temps, il faisait l'alphabet, donc des éléments qui ont eu des pérennités dans le temps. Alors, je ne sais pas comment est-ce que... la bonne conscience. Est-ce qu'on peut faire... on a les abris d'autobus là, qui sont en train d'envahir pour que les gens emploient le transport en public, mais c'est en train de devenir des cellules publicitaires avec des qualités de design d'aménagement, mais en même temps, ça... La bonne conscience, Alain. Bien, je vais commencer. Je vais laisser Gérard se reposer 2 secondes. Ben oui, ça, il t'intéresse un peu. Ben, je pense sur la bonne conscience, il y a effectivement... Si on pense, en ce moment au Québec, comment ça se passe, les infrastructures, c'est que tout projet en haut de 40 millions doit être géré par Infrastructure Québec. 100 millions quand c'est les projets de route. Il y a des rumeurs qui disent que ça va descendre bien en bas de ça. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on va vouloir faire n'importe quoi au Québec, il va falloir passer par Infrastructure Québec, qui maintenant s'appelle la Société d'infrastructure du Québec parce que ça a été fusionné avec la Société immobilière. En tout cas, tout ça pour vous dire que dans cette société-là, avant la fusion, ceux qui font les infrastructures, il y avait un seul architecte dans toute l'équipe d'Infrastructure Québec, et pas d'urbaniste, je suis désolé, et pas de designer. Et à un moment donné, par la bonne volonté du gouvernement qui s'est dit, oui, mission design, le président Jean-Paul Lallier a demandé à ce qu'il y ait une formation à Infrastructure Québec. Et on a fait une formation de tous les employés à Infrastructure Québec et on se faisait dire des choses du genre, oui, mais vous savez, nous, les designers, on n'a pas besoin de ça parce que nous, c'est les ingénieurs avec qui on travaille et c'est eux qui s'occupent des designers. Donc, pour nous, on n'a pas besoin des designers. Et tout ce que vous dites, parce qu'on leur donnait un peu les principes que je vous ai mentionnés, tout ce que vous dites, on est d'accord, c'est dans notre code de procédure et on est d'accord avec ça. C'est pour nous, ça s'appelle des bonnes pratiques. Mais vous savez, on a ces bonnes pratiques-là et on les intègre autant que possible selon le prix que ça coûte, évidemment. Et on nous ramène toujours sur le prix. On nous dit on est pauvre au Québec, on n'a pas d'argent au Québec et on est né pour un petit pain. Non, on ne nous dit pas ça, mais on nous dit on n'a pas d'argent pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc, on ne prend pas en considération que dans la conception, on pourrait faire mieux. Et à la fin, parce qu'à un moment donné, il faut se donner bonne presse, on va venir à la toute fin nous présenter un architecte miracle ou un designer miracle qui va venir régler tous les problèmes qui sont dans le concept depuis le début. Je vais vous donner, là c'est le fédéral, mais le pont Champlain qui est en construction, je vous ai dit, je ne peux pas parler de trop de choses, mais tout ce qui est public, oui. En fait, il y avait la question de faire ou pas un concours d'architecture. Et le ministre n'était pas pour dire, le ministre Lebel, ben non, j'en ferai pas. Parce que s'il disait ça, il se mettait à dos la Ville de Montréal, dont le conseil municipal. Et vous savez, le conseil municipal de Montréal, la deuxième plus importante ville au Canada, a fait une résolution unanime en pleine période de crise pour demander un concours d'architecture. Le ministre ne pouvait pas vraiment aller contre. Il a dit, on va analyser ça. On va analyser la possibilité de soit faire des lignes directrices ou un concours, etc. Nous, on se doutait bien qu'il n'y avait pas une grande volonté de faire un concours. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que les contrats pour faire le plan d'affaires et pour faire le PPP ont été donnés il y a presque 2 ans de ça. Donc, il nous a tous niaisés. Mais évidemment, il ne va pas nous le dire. Il va dire, oui, je veux faire, etc. Et à la fin, il nous sort du chapeau Paul Ove Jensen, qui est quelqu'un qu'on a recommandé au gouvernement en nous disant, à un moment donné, le ministère nous a dit,
c'est quoi la liste des 8 meilleurs architectes de ponts au monde? On leur a donné la liste et ils ont dit, vous devez être contents. Alors, on a pris le premier sur votre liste. Mais c'est comme ça qu'on se donne bonne conscience en disant, vous devez être content, Mission Design et tous vos groupes, parce qu'on vous a donné celui que vous avez mis le premier sur la liste. Mais oui, mais on le fait intervenir en fin de processus, alors que plein de choses sont décidées. Ce sera un PPP avec payage et ce sera en béton, ce sera un pont à haubans. Et tout ce qui reste à faire à l'architecte, c'est quoi? C'est limité, son pouvoir d'intervention. Et c'est tout ça la bonne conscience. Je vais vous donner un autre exemple où, par contre, il n'y en a pas de bonne conscience. Le PDG d'Infrastructure Québec m'avait dit à l'époque, oui, on trouve ça bien, vous avez fait les formations, etc., mais on est d'accord que dans certains cas, comme les ponts, on peut faire quelque chose. Mais les écoles, vous n'allez pas me mettre du design là-dedans, s'il vous plaît? OK? Mais c'est pour dire, donc le lieu d'enseignement qui est un lieu où la lumière naturelle est importante, où justement on a envie d'y aller ou pas, cette école-là, on nous dit, mais vous n'allez quand même pas mettre du design là parce que ça ne se voit pas. Et c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas de culture du design au Québec et nos dirigeants n'en ont pas. On n'a pas d'argent, supposément, mais on a les moyens de tout mal faire, puis on a les moyens de donner des enveloppes. Mais on n'a pas de culture du design. On a la culture de l'enveloppe et du plus bas prix, malheureusement. Ben, c'est certainement le 1 %. Non, c'est le 3 %, pardon.